La ville d'aujourd'hui pose problème. De par ses dimensions, ses transformations si rapides, son hétérogénéité, elle apparaît comme difficile à saisir. Le paysage urbain décontenance, sa cohérence et sa beauté d'antan semblent évanouies. Gâchons que ces difficultés à saisir la ville proviennent de la différence entre ce qu'on attend d'elle et ce qu'elle nous propose effectivement. Il est ainsi important de répéter que le paysage est avant tout une construction culturelle et mentale, c'est-à-dire que, comme l'ont démontré les théoriciens du paysage, notre regard est à chaque instant empli de modèles latents, nourri d'images et de sensations littéraires, cinématographiques, publicitaires, télévisuelles qui finalement modèlent notre expérience. Alain Roger appelle ce processus l'artialisation. La difficulté que l'on éprouve aujourd'hui à saisir la ville dans ses nouvelles dimensions, dans cette échelle gigantesque, offrant des formes peu évidentes, tiendrait donc dans notre condition inévitable à apprécier la ville selon ses canons esthétiques habituels. Le monde des cartes postales et des publicités nous renseigne alors sur ce que l'on attend de la ville, son centre historique. L'idée d'une ville tend à se réduire en un espace très limité, actif et attrayant, voire en un unique symbole, comme c'est le cas pour Paris et la Tour Eiffel. Dans 85% des pubs mettant en scène la capitale française, la Tour Eiffel est là, symbolisant en quelques 315 mètres tout l'art de vivre et le glamour parisien. Le paysage des villes mondiales mentales est ainsi devenu un réseau de stéréotypes, de monuments, se répondant les uns aux autres. Bien entendu, ce rétrécissement de la ville en un unique site n'a pas facilité la tâche d'appréhension du paysage métropolitain. Ce paysage en pleine récomposition, apparaissant comme complexe comme un labyrinthe, je vous propose, aux antipodes des images qui viennent de défiler, de s'y plonger, de tenter de l'appréhender à travers notre inconscient commun, les médias et les arts. Une des façons les plus répandues de voir la ville d'aujourd'hui est assez clairement celle d'un objet technique. À travers les jeux vidéo, proposant de construire sa propre cité, ou des campagnes publicitaires telles que celle d'Areva, émane l'idée que la ville se développe simplement à partir du moment où les tuyaux sont connectés entre eux, à partir du moment où route, énergie et eau sont présents en quantité suffisante pour que la ville se développe potentiellement jusqu'à l'infini. Ce serait ainsi l'urbanisme des réseaux qui d'abord donnerait leur forme aux villes contemporaines. Ce primat de la technique se ressent aussi par l'importance donnée à l'infrastructure, en particulier à celle de transport. Celle-ci ne cesse de se développer, d'occuper une plus grande emprise au sol, transformant la ville en une machine à se mouvoir. D'un point de vue paysager, elle pose déjà en soi un problème. Les lignes et les interconnexions qu'elle crée entraînent des frontières et des fractures dans les territoires, installant de la sorte des paysages que l'on ne contrôle pas, déchirant en deux un horizon ou faisant trôner sur des centaines de mètres un échangeur effrayant et absurde. Les images qui résultent de ce primat de la technique sur la formation de la ville sont particulièrement puissantes dans les dystopies et la science-fiction. Dans cet univers, sous l'impulsion de la mobilité généralisée et de l'étalement urbain, la ville tentaculaire et infinie apparaît et effraie. C'est un amoncellement de cubes reproductibles bouchant l'horizon. Les Japonais en particulier en sont de grands producteurs, créant des néo-Tokyo dans lesquels l'image du chaos est omniprésente. Dans cette ville qui s'étend à l'infini, la densité s'étiole peu à peu. Son tissu urbain se distend quand on s'éloigne du centre historique et permet la formation d'espaces délaissés et d'espaces vides. En dehors du centre, c'est le règne de la banlieue uniforme, dépeinte comme sinistre, monochrome, un territoire du vide. C'est un espace qui est lié organiquement à la ville, mais dans lequel on ne se sent finalement pas en ville. On se permet ainsi de parler de la banlieue et non pas de les banlieues, car dans ces espaces, les similitudes entre banlieues l'emportent sur les spécificités locales. Pourtant, les formes que prennent la gestion technique de la ville ne sont pas irrémédiablement une contrainte. Urbanistes et dessinateurs invitent ainsi à ce qu'avec la technique, on prenne le paysage à deux mains. Ils imaginent des mégastructures, pouvant donner une unité à un paysage à grande échelle. C'est ainsi le dôme de Fuller, qui pouvait, selon son créateur, englober tout Manhattan, ou le motif de Continuum, qui, au travers de superstructures multi-usages, chez les architectes contemporains Reiser et Umemoto, sculptent sur de grandes étendues un paysage. Un autre enjeu et encouragement dans ce contexte est le rapport à la nature qu'il faut réinventer. Puisque la ville est morte pour laisser le règne de l'urbain, l'opposition classique entre ville et nature n'a plus lieu d'exister. Chez Skuyton et d'autres, on imagine des villes végétales, dans laquelle la nature n'est plus vue comme un agrément circonscrit dans un parc, mais devient constituante de l'urbanité. Ce sont finalement bien souvent des paysages du laisser-aller, pointant de par ces images la peur qui entoure les citoyens de voir naître une ville tentaculaire et incontrôlable. C'est aussi un encouragement que l'imagination
met en place pour relever le défi de la vie métropolitaine maîtrisée, en introduisant un nouveau rapport à la ville dans son ensemble, à son lien avec ses infrastructures, ses centralités et sa nature. On observe ainsi une transformation intense dans la forme des villes, dans ce que l'on voit d'elles, et dans le même temps d'importants changements se déroulent dans nos pratiques urbaines, changeant notre perception, en particulier avec la montée en puissance du numérique et de la mobilité. La mobilité, symbole de la modernité, n'a cessé d'augmenter ces 50 dernières années au point de devenir centrale. Dans les imaginaires, on découvre des villes dans lesquelles les flux sont premiers et façonnent l'usage de la ville, et tout un ensemble de transports et de la voiture volante ou l'aérotube y participe. Le fantasme d'une ville parfaitement fluide, comme une fourmilière, est prégnant. Dans la publicité, on ressent une injonction à bouger et l'affirmation que la contiguïté ne compte plus dans le rapport à la ville. Dans l'ère de la mobilité généralisée, ce n'est plus la distance qui me sépare d'un endroit à un autre que j'évalue, mais la durée. Ce mouvement s'accélère avec la banalisation du GPS, avec lequel finalement on s'oriente comme on le souhaite. Il n'est pas nécessaire de s'orienter à travers l'observation de son environnement immédiat. Émerge finalement la ville à disposition, dans laquelle on ne prend que ce que l'on a envie, le danger étant d'oublier tout l'intérêt d'être inscrit dans un territoire. À cet égard, la géographie des flux, montrant l'activité humaine et son déplacement au fil de la journée, se surimposant à la réelle morphologie urbaine, nous dévoile un nouveau visage des villes et paraît de plus en plus pertinente. Cette disparition des contraintes physiques quant à l'appréhension de l'espace va de pair avec une attention renouvelée à ce qui fait que la ville est unique, avec l'environnement immédiat qui devient choisi. On constate une attention à ce qui compose l'urbanité par un grand nombre de recherches et de démarches, s'appuyant sur les technologies numériques pour faire montrer et faire découvrir la ville des paysages sonores, celle des paysages furtifs et de l'intensité émotionnelle. Car parler du paysage contemporain et donc celui de la ville mobile, c'est parler de l'intensité de celle-ci, parler des nombreux stimuli qui nous parviennent en permanence, des écrans publicitaires, des rencontres inopinées, des reflets, des vues furtives et des télescopages, et enfin du paysage défilé, le paysage saisissant de celui qui, en voyageant, voit la ville défiler sous ses yeux, finalement une façon privilégiée de sentir et de découvrir la ville dans ses grandes dimensions. Il apparaît donc que les paysages d'aujourd'hui sont protéiformes, loin d'être univoques. Et la mobilité ne signifie ainsi pas la disparition du paysage dans la naissance d'un homme moderne coupé de son territoire et réfugié dans des paysages numériques. Il y a simplement une multiplicité de paysages à prendre en compte. Finalement, malgré le caractère inquiétant de certaines évolutions urbaines sous l'impulsion de la technique et de la technologie, on voit surtout que cette transformation signifie l'émergence d'une nouvelle urbanité, correspondant peut-être au contour de la ville hypermoderne que François Hacher appelait de ses vœux, une ville dont l'intensité est sans cesse plus forte, une ville de tous les usages, du flâneur et du courtier, du piéton et de l'automobiliste, la ville attentive et flexible.